Jérôme Pruneau, je suis directeur général de Diversité Artistique Montréal, organisme sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir la diversité culturelle dans les arts et la culture. Et je suis aussi docteur en ethnologie. Je dirais que mon premier intérêt s'est porté quand j'ai vécu en Guadeloupe. Il y a de ça plus de 6 ans déjà, j'ai vécu 8 ans là-bas. Où pour la première fois de ma vie, finalement, c'était moi la minorité visible. Alors c'est toujours intéressant de voir le regard que les autres portent sur soi, comment ça construit finalement une perception de l'autre et dans une possibilité de fait d'échange. Donc c'est là où la question de l'interculturel est survenue en premier, puis le fait d'être ici à Dame et de travailler avec des artistes on a 98 communautés différentes, nationalités différentes, donc c'est quelque chose qui nous intéresse et dans lequel on baigne tous les jours. Moi, je trouve qu'au niveau, en tout cas artistique, l'interculturel, c'est vraiment la possibilité d'une co-création, d'une part. Donc la rencontre entre des créateurs, mais aussi la rencontre, et c'est la deuxième chose, je pense, la rencontre entre des esthétiques différentes qui font qu'à un moment donné, finalement, l'esthétique principale, qui peut être liée à une vision très ethnocentrée, et c'est un peu le cas ici au Québec sur la façon de faire de l'art ou de pratiquer de l'art, est remise en question justement au contact de l'interculturel parce que qu'est-ce qu'on fait de l'art qui est fait ailleurs, qui est éduqué ailleurs, qui est appris ailleurs, transmis ailleurs, qu'est-ce qu'on en fait ou pas, parce que c'est pas toujours évident que justement l'interculturel se produise. Mais idéalement, c'est de savoir comment on intègre les richesses extérieures à une façon de faire plurielle et non pas unique ou univoque. Et c'est là où l'interculturel est vraiment intéressant, prend du sens, d'autant que la discipline artistique ou le médium artistique peut être un objet naturel d'échange. Le musicien monte sur scène, il joue, et par la médiation de leur instrument, finalement le contact est déjà établi, donc il y a une facilité quand même au niveau artistique, je trouve, à la rencontre. L'art est une possibilité de rencontre assez facile, parce que c'est ça la difficulté de l'interculturel, c'est de créer la rencontre. Une fois qu'on l'a créé, ensuite il se passe des choses, plus ou moins bien, ça marche plus ou moins bien, mais au moins la rencontre elle a lieu. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'interculturel de toute façon. Alors, dans le milieu des arts et de la culture, il y a, comme dans beaucoup de milieux professionnels, pas mal de protectionnisme. Donc il y a, d'abord parce que le marché est petit, Québec c'est un petit pays, il y a un petit marché, donc il n'y a pas beaucoup. Déjà, en partant, être un artiste, c'est difficile. Donc ça, c'est une vie bien particulière, difficile. Donc, pour le peu d'artistes qui réussissent, eh ben, il n'y a pas forcément une volonté d'ouvrir en grand les portes aux autres. Parce que quand on est un acteur et qu'on réalise 10 publicités dans l'année à 3 000 $ la publicité, nécessairement, on n'a pas envie du jour au lendemain en faire plus que 5 parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui entrent sur le marché. Donc ça, c'est du protectionnisme de base. Et il y en a ici, comme il y en a dans le milieu de l'architecture, des médecins, etc. Donc il y a dans le milieu des arts et de la culture des associations professionnelles qui gèrent le statut d'artiste professionnel au même titre qu'un ordre des architectes. Et donc chaque discipline a son association et certaines sont plus ouvertes que d'autres, on va dire. Donc nous, notre mandat aussi à DAB, justement, c'est d'ouvrir les portes et d'ouvrir les discussions vis-à-vis de ces associations professionnelles pour que la tarte soit partagée au plus grand nombre et surtout ceux qui viennent d'ailleurs. Et c'est un enjeu, et on le voit, il y a eu beaucoup de débats ces derniers temps sur la question de la diversité culturelle à l'écran, par exemple. C'est un enjeu de tous les jours, et c'est une réalité qu'on essaye, nous, de transcender chaque jour par nos actions, les colloques, ce qu'on produit, nos programmes, etc. C'est notre mission principale, quoi, d'ouvrir ce jeu-là et de forcer l'interculturel, justement. Et on a un programme vraiment très très bien adapté, je trouve, à ce jeu de l'ouverture, c'est le mentorat
artistique professionnelle, justement on crée presque de façon non naturelle des couples entre des artistes bien établis ici, au Québec, depuis plus de 10 ans, et des artistes qui ont 2 ans de carrière professionnelle, soit ici, soit ailleurs. Donc soit des nouveaux arrivants, soit des artistes émergents. L'idée étant justement pendant 6 mois qu'il y ait un mentorat, une rencontre entre deux créateurs, justement pour que l'un et l'autre s'ouvrent avec vraiment une notion très importante, je trouve, dans l'interculturel, c'est la notion de réciprocité, de faire comprendre au mentor que c'est pas on n'est pas dans une relation dominant-dominé parce qu'on est mentor et qu'on a 15 ans de carrière ici, alors on va être dans un rapport de domination. C'est vraiment pas l'idée. C'est vraiment l'idée de s'ouvrir à la pratique de l'autre dans sa façon de faire. Et c'est intéressant parce que on a quelques duos qui ont déjà fini les 6 mois là. Et on a des mentors qui nous disent jamais vu ma pratique sous cet angle-là, quoi. Ouais. Et là, ça marche. Il y a une prise de conscience, donc il y a une ouverture, donc il y a des possibilités. Et là, l'interculturel fonctionne. Vraiment. Ben, c'est sûr que nous, à DAM, c'est notre mission. Alors, on est dedans tous les jours et on essaye de faire en sorte que ça bouge. Et ça bouge. Pas à l'allure où on voudrait. Mais en tout cas, je dirais qu'on est dans une phase actuellement d'une prise de conscience certaine de nos institutions. Quand je dis nos institutions, c'est les 2 grands conseils, Conseil des arts et des lettres du Québec et Conseil des arts de Montréal. Là, déjà, il y a quelque chose qui bouge et il y a une vraie prise de conscience vis-à-vis de la diversité culturelle. Au Conseil des arts de Montréal depuis quasiment une dizaine d'années, au Conseil des arts du Québec depuis 2 ans. Donc, il y a des prises de conscience, il y a des plans d'action qui se mettent en place. Le Conseil des arts de Montréal en a un déjà, le Conseil des arts du Québec devrait l'annoncer au printemps. Donc il y a une vraie volonté d'ouverture, de changement de mentalité, de changement de jeu. Après, au niveau du milieu, c'est la même chose. Nous, on crée les débats, on essaye au-delà de les créer, de les maintenir. Parce que pour pas parler un peu, puis hop, ça se repère dans les limbes, il faut vraiment maintenir le débat pour justement qu'il y ait une évolution. Et je dirais qu'il y a une prise de conscience. Maintenant, les gens ne savent pas comment faire. Les gens ne savent pas, ils sont pris avec la question de la diversité, l'interculturel. C'est des concepts, on ne comprend pas, on ne sait pas comment nommer les choses, est-ce qu'il faut les nommer, pas les nommer, c'est quoi la diversité finalement. Puis bon. Alors nous, là, on est en train de... on développe une expertise justement vis-à-vis de ça et on met en place justement une cellule qui va démarrer au mois de mai. C'est un service conseil où nous, on va se déplacer pour conseiller les organismes artistiques, les institutions, les associations professionnelles et les accompagner dans un changement de mentalité et dans une volonté de mettre en place des politiques vis-à-vis de la diversité et de changer leur façon de communiquer pour montrer à l'autre qu'il est bienvenu, etc., etc. Donc on a développé plein d'outils et donc on met en place ce service conseil là à partir du printemps. Alors, il y en a déjà 2-3 organismes qui sont contactés. Ah ben nous, ça nous intéresse. Donc tranquillement, pas vite, on est consultant du 375e anniversaire de Montréal, l'organisme. Donc on a travaillé pour eux sur ces questions-là, justement. Donc doucement mais sûrement. Le seul résultat qu'on a, oui, c'est avec le 375e, parce qu'on a déjà fait 2 interventions chez eux. Et puis on a aussi rédigé pour tous leurs contrats qu'ils vont signer avec les producteurs, parce qu'il va y avoir plein d'événements. Donc, donc le 375e signe des ententes avec des producteurs d'événements. Et nous, on a annexé dans toutes les ententes une page spécifiquement sur une réflexion vis-à-vis de la diversité, pour sensibiliser tous les producteurs à la question de la diversité. Donc dans tous les contrats de 375e, il y a des recommandations de dames. Et ouais, c'est des petits pas mais importants parce que c'est des gros joueurs. Je pense que c'est la confusion politique qui a fait glisser finalement le concept d'interculturel à celui d'interculturalisme, où on tombe tout de suite dans la nécessité de gérer quelque chose. On parle de la gestion de la diversité, comme si c'était une espèce de mythe politique fondateur où on aurait un concept, un modèle, l'interculturalisme
mais davantage finalement pour se positionner politiquement contre un multiculturalisme canadien ou un melting pot américain ou une assimilation à la française, là, un modèle républicain, que finalement une réalité interculturelle. Alors je trouve que c'est ce malentendu lié à l'aspect politique de l'interculturel qui fait que les gens n'accrochent pas avec ça. Et moi je pense que l'interculturel, il faut le voir à deux autres niveaux que le niveau politique. Il y a le niveau sociologique, c'est un état de fait. Je veux dire, le Québec se métisse, il y a de plus en plus d'autres cultures qui arrivent, donc c'est un fait. Il y a des possibilités interculturelles. Et ensuite, il y a le fait philosophique, finalement, où l'interculturel devient une posture éthique dans le rapport qu'on a à l'autre. Et c'est ça qui, à mon avis, demande d'être travaillé, et non pas l'interculturalisme. C'est l'interculturel dans son sens éthique, de quelle position on a philosophiquement, soi-même et en société, par rapport à la figure de l'autre, son accueil et sa rencontre, son échange, etc. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, selon moi, et pas sur nécessairement la question de la gestion de la diversité, où tout de suite, en plus, très, très souvent, politiquement, la gestion de la diversité égale résoudre un problème à résoudre, plutôt que, naturellement, richesse constructive d'une société possible. Et ça, l'analyse du discours est assez flagrante sur ça. Il n'y a que les entreprises, finalement, les entreprises individuelles qui ont compris cette notion de richesse, je trouve. Parce qu'on voit les grandes entreprises, elles sont très diversifiées, elles ont compris, études à l'appui, que l'interculturel, c'était source de créativité, d'innovation, de points de vue différents, etc. Donc les entreprises sont assez en avance sur ça. Mais dès qu'on sort du domaine entrepreneurial, qu'on va dans le domaine social, politique, culturel, justement, et ben on tombe dans gestion de la diversité égale problème à résoudre. Et non plus richesse à saisir ou opportunité à saisir. Donc c'est tout ce discours-là qu'il faut travailler pour changer les mentalités. C'est pas facile. Moi je pense qu'on est dans le discours plus que dans les actions. Preuve en est, la ville de Montréal, qui a été nommée la deuxième ville interculturelle de l'UNESCO, n'a même pas de politique interculturelle en soi. Donc, et dans les actions, oui, il y a des choses, mais ce n'est pas nommé comme tel. Alors oui, il y a la semaine interculturelle, mais c'est exactement le même principe que la semaine contre le racisme ou le mois de l'histoire du noir. L'interculturel, c'est un état d'esprit, c'est une démarche, et ça se fait tous les jours. C'est pas une semaine dans l'année ou un mois dans l'année. Donc, je pense qu'il faut... alors, probablement c'est une phase possible pour sensibiliser. Comme nous, on en a marre de parler de diversité, on aimerait que la diversité soit inclue, mais on s'en sert pour sensibiliser, puis créer des situations positives d'équité, parce qu'on sait qu'il y a de la discrimination naturelle, et qu'il faut aller à l'encontre de ça, et qu'aujourd'hui l'équité est nécessaire, mais il faut absolument que ça rentre dans les mœurs, quoi, dans l'état d'esprit, dans les façons de faire, dans les actions. Et là, en ce sens-là, je trouve que l'interculturel manque d'action concrète au-delà de ces quelques faits parsemés pendant l'année, quoi. C'est pas, je le trouve pas, je le vois pas quotidiennement dans des actions, même si oui, la ville essaye d'embaucher, etc. Mais au niveau Québec provincial, je le vois pas. Moi, je suis en train de réfléchir à développer un concept de radicale inclusion. Parce que je trouve que ce sont deux mots forts et qui, côte à côte, c'est quelque chose qui me semble intéressant à réfléchir. Parler de radicale inclusion au sens de l'obligation de survie, quoi. Radical dans le sens vraiment... C'est une question de survie pour l'identité québécoise aujourd'hui, par exemple. D'inclure, parce que si l'identité québécoise ne se redéfinit pas avec justement ce flux migratoire, alors on va créer une césure entre eux et nous, et on va aller dans les nationalismes qui vont défendre une culture blanche francophone versus une culture de l'immigrant québécois. Et ça, il faut absolument le briser tout de suite, le tuer dans l'œuf. Donc,
Je réfléchis à ça, à la radicale inclusion, comme moyen de choquer. Ça justement, je pense que c'est une des problématiques inhérentes à l'interculturel, intrinsèque, qu'il faut absolument résoudre rapidement. C'est qu'il y avait un institut interculturel qui a été fermé, et aujourd'hui, tout le discours ne se base plus sur rien dans la mesure où il n'y a pas d'études. Il y a très peu d'études universitaires, exhaustives sur ces questions-là. Et ce qui fait que nous, quand on avance, c'est très délicat d'avancer sans derrière avoir des bases appuyées de chiffres, de témoignages sur lesquels on peut fonder vraiment des argumentaires. Donc nous on y va avec les chiffres de l'immigration, bon, on connaît les chiffres, mais ça manque d'études là. C'est pour ça que Dame, dans sa réflexion, dans son développement, on regarde comment on pourrait devenir une forme d'observatoire vis-à-vis de l'université à Montréal, et s'arrimer peut-être à d'autres pour développer systématiquement ces outils-là d'études et de recherche, parce que il faut un corpus pour appuyer nos actions. Je crois que j'ai participé à pas mal de réunions, de colloques, des choses comme ça, et je me demande si ça n'a pas été déjà fait. Rassembler les gens, c'est pas difficile en soi, mais c'est passer à l'action. On va dire, les discussions, c'est bien, mais souvent, quand on rassemble des spécialistes comme ça, ben voilà, on achoppe sur la question de la définition, ou de la tendance, ou du courant, où on n'est pas d'accord avec. Bon. Mais à un moment donné, il faut partir des pratiques, quoi. Moi, je trouve important qu'on parte des pratiques, et des bonnes pratiques, et comment des bonnes pratiques de terrain, justement, on modélise quelque chose. Donc, plutôt que de partir de la réflexion théorique et d'essayer de l'emmener au terrain, moi, je pense qu'il faut une approche inductive. Donc, partir du terrain, des observations de terrain, des bonnes pratiques, et puis construire un modèle à partir de ça. De regarder, ok, ça marche. Les mentorats, par exemple, ça marche très bien. C'est un modèle. Donc, comment, à un moment donné, le mentorat qu'on a en place nous, pour l'artistique peut fonctionner dans d'autres domaines. On pourrait très bien imaginer un mentorat d'habitation, un mentorat à tous les niveaux, un mentorat social pour tout ce qui est vie sociale après le travail. Le mentorat, c'est magique parce que ça permet justement de créer des liens et de créer des rencontres. Et tant qu'on ne les crée pas, ça ne marche pas. Parce que les communautés peuvent bien faire des 5 à 7, ils peuvent bien inviter tout le monde, mais les gens, s'il n'y a pas une structure qui les amène ils ne vont pas nécessairement y aller. Pour tout un tas de raisons. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, mais parce que le contact n'est pas là, parce qu'il y a de la timidité, il y a de la gêne, il y a plein de choses. Donc moi je pense qu'il faut fonctionner à l'envers. Il faut faire de l'inductif, partir du terrain. C'est ça qui est magique dans le mentorat. C'est que nous, là, on a créé des couples. Je peux te dire qu'il y a certains couples, ils sont là à vie. C'est fini, quoi. Ils sont devenus des amis. Des amis dans des relations incroyables, quoi. Où ça se texte tout le temps, alors que normalement, on devait se voir une fois par mois. C'est des gens qui ne vont pas se lâcher. Et c'est ça l'intérêt. C'est qu'au bout de 6 mois, nous, on l'a mis sur 6 mois, mais on veut que ça continue. On veut que ça se prolonge. Et je trouve que... Et on fait ce suivi-là, on va regarder comment les cohortes évoluent. Mais moi-même, j'ai été mentor. Pas dans notre programme, dans un autre programme. Et j'ai eu un mentoré il y a 2 ans et demi, et aujourd'hui il est dans notre conseil d'administration, c'est un ami, et c'est ça qui fonctionne. Ça crée vraiment des liens. Non, le mentorat, c'est extraordinaire. Et justement, nous, notre mentorat, il est bénévole, et c'est important pour moi d'être bénévole. Alors, il est bénévole pour le mentor, c'est-à-dire que le mentor s'inscrit bénévolement, il le fait bénévolement, alors que le mentoré paye. Parce qu'on veut que ce soit une démarche professionnelle pour lui, pour sa profession d'artiste, de mettre de l'argent et de dire ok, je me paye un mentor. Et c'est important parce que je vais chercher quelqu'un, des connaissances, des contacts, etc. Et je ne le prends pas à la légère parce que j'ai payé. Alors, finalement, là, on dépasse un stade, c'est-à-dire que l'interculturel, là, c'est... Est-ce qu'on en vient en plus à parler, en tout cas dans ce cas-là? L'interculturel? Ouais. Complètement. Okay. Complètement. On n'a pas encore eu
l'exemple où l'interculturel va jusque dans la pratique, où par exemple deux chanteurs se mettraient à faire une chanson ensemble, ou tu vois, on n'en est pas là, mais on aimerait ça. Mais on a au moins l'interculturel dans les rencontres et dans les façons de parler de son métier d'artiste avec ses propres points de vue. Oui. Et ça, c'est capital parce que ça remet en cause l'ethnocentrisme profondément. Ça bouscule les idées reçues des mentors qui, pour certains, n'ont pas forcément voyagé, ou n'ont pas forcément regardé leur pratique d'une autre façon. Et ça, c'est magique. Une rencontre entre deux façons de voir le monde. On peut dire de culture, mais sans être culturaliste non plus. Mais une rencontre entre deux façons de voir le monde et une rencontre opératoire et réciproque. Opératoire dans le fait que cette rencontre, elle est réelle et elle crée du lien, et réciproque dans le fait qu'elle nourrit les deux. C'est-à-dire que A et B forment presque un C et non pas un AB. C'est-à-dire que cette rencontre, elle va donner quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas finalement. Et c'est ça l'interculturel. Ça fait plus de 2 phrases. Hein. Alors je dirais ça, une rencontre opératoire et réciproque entre deux façons de voir le monde. Il y a un copyright dessus, il est là.